Merci de nous choisir pour un nouveau forum consacré à l'actualité politique au Togo, à la croisée des chemins, avec un processus de recensement électoral qui a démarré sous forme d'appel au boycott de la coalition de l'opposition togolaise. En studio avec nous, Orphée Adam. Bonjour Monsieur Adam. Bonjour Achille. Vous êtes le coordonnateur du collectif des jeunes pour le développement. C'est exact. Une association de jeunes de la société civile. C'est une association de la société civile qui s'occupe des jeunes pour améliorer les conditions des jeunes togolais et des jeunes togolaises. Le développement, votre parti politique, avez-vous l'habitude de dire? Nous avons l'habitude de dire que notre parti politique, c'est le Togo et puis notre candidat, c'est le développement. Et pour cela, nous avons un programme qui s'appelle ABC, Agir pour bâtir la cité. Voilà, dans la paix et la stabilité. Avec vous, Gilson Amignon Parco. Monsieur Parco, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Parco, vous êtes acteur de la société civile, ancien président du conseil d'administration de la concertation nationale de la société civile togolaise d'ailleurs, CNC, et puis consultant sur les questions d'élection et de gouvernance politique. Merci. Je commence d'ailleurs avec vous pour vous interroger sur le processus électoral qui s'amorce au Togo avec un recensement électoral qui a démarré le 1er octobre dernier. Appréciation globale pour vous, est-ce que ce processus mène à bon port? Il est difficile aujourd'hui de porter une appréciation globale sur la situation actuelle du pays, du processus électoral. Parce que pour le faire, il faudra revenir un peu, nous replacer dans le contexte dans lequel nous sommes. Ce contexte, c'est un contexte de crise et qui est marqué par la fameuse feuille de route de la CEDEAO en date du 31 juillet. La question fondamentale qu'il faudra se poser, que chacun de nous doit se poser, est de savoir si ce qui se fait aujourd'hui est conforme à l'esprit et à la lettre de la feuille de route. Et c'est à partir de cette réponse que le débat pourrait se mener. Et qu'en dites-vous, la feuille de route qui doit mener à des élections législatives le 20 décembre? Il est toujours difficile pour les êtres humains que nous sommes de pouvoir s'accorder pour ce qui semble être très important. Mais lorsqu'on arrive à trouver un compromis ou une solution, l'application de cette solution est la plus importante. Je crois qu'après la promulgation de la feuille de route par la CEDEAO, le 31 juillet ici à Lomé, il y a eu des réunions du comité de suivi. Et que la seconde réunion du comité de suivi a permis de voir un peu plus clair. Alors, au cours de cette réunion du comité de suivi, selon ce que nous avons suivi sur la TVT, qui est la chaîne officielle du pays, la TVT togolaise, la chaîne officielle, il a été décidé une recomposition de la CENI, entre autres. Et le président de la commission CEDEAO avait dit qu'avec les experts, il y a un chronogramme qui va être proposé, adopté pour mettre en marche, pour mettre en route le processus. Partant de là, nous disons qu'aujourd'hui, où la CENI n'est pas encore recomposée, où la CEDEAO n'a pas encore donné, n'a pas encore soumis son chronogramme, j'ai dit que pour moi, la mise en route n'a pas encore effectivement commencé et que ce qui est fait aujourd'hui est une violation de la feuille de route, est un mépris pour l'institution communautaire, à chacun de pouvoir répondre à cette interrogation. Monsieur Adam, vous avez longtemps souhaité l'organisation des élections, surtout législatives, pour savoir qui est qui. Le début de ce processus vous satisfait-il? Oui, effectivement, nous avons souhaité qu'il y ait une élection, qu'on aille aux élections et puis constitue en tout cas les uns et les autres, parce qu'il y en a qui parlaient au nom du peuple et nous avons dit que c'est dans les urnes qu'on mesure sa popularité, en tout cas qu'on mesure si on est majoritaire ou si on est minoritaire. C'est ça le processus démocratique. Et c'est pour cela que constamment, nous avons d'abord souhaité deux choses, qui est consensus, à défaut qu'on consulte alors le peuple. Et donc c'est pour cela que nous étions très contents. Nous avons salué cette aide apportée par les chefs d'État, oui, les chefs d'État et de gouvernement de la dernière conférence de la CEDEAO. Et puis ensuite, les facilitateurs qui sont venus aussi au chevet de notre pays pour aider. Donc, nous avons publiquement, y compris sur votre antenne ici, dit
toute notre gratitude au facilitateur, le président du Ghana, Donana, et puis le professeur Alpha Condé, président de la Guinée. Et une fois que c'était lancé, et une fois qu'il y a eu cette feuille de route, les recommandations du 31 juillet dernier, nous avons aussi salué cette avancée positive qui allait dans l'intérêt de notre pays. Ensuite, nous avons dit enfin, nos acteurs ont appris désormais à pouvoir travailler, et donc on peut dire que c'est, je parle de nos acteurs politiques, on peut dire que c'est grâce alors à cet appui de la CEDEAO, et on a fondé l'espoir qu'à partir de là, donc le timing qu'on a proposé, le chronogramme qu'on a proposé aux uns et aux autres, qui vont s'y tenir et surtout nous permettre de sortir donc, de cette ornière politique qui n'a que trop duré. Alors, une fois qu'on regarde, parce que j'entendais dire que le chronogramme n'est pas connu, je pense que depuis le 31 août, si on est un tant soit peu honnête, on reconnaît quand même qu'il y avait des recommandations qui permettaient de travailler. Donc, à partir de ces recommandations, il a été recommandé à tout le monde, pas seulement aux acteurs politiques, y compris les acteurs de la société civile, donc d'aider, en tout cas, si on ne sait pas aider, d'éviter donc de poser des actes qui soient de nature à embêter, en tout cas à perturber le processus qui a été démarré. Nous l'avons strictement observé en tant qu'acteurs de la société civile pour le développement. Qu'est-ce que nous avons pu constater? Nous avons pu constater que d'un côté, il y avait une volonté d'avancer, et de l'autre côté, on trouvait des... Quel côté? Si on prend le côté du pouvoir, on voit quand même des gestes qui allaient dans le sens, donc des gestes positifs, des gestes d'ouverture pour pouvoir avancer. Et puis, nous sommes arrivés à un moment donné où ça n'avançait pas suffisamment à notre goût. Nous l'avons constaté. Je peux prendre l'exemple des 4 autres membres qui manquaient à la CENI, qui devaient rentrer, ils ne sont pas rentrés. Et là, on se posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne rentraient pas, puisque si on prend la CENI, ce n'est pas une institution qui date d'aujourd'hui. Là-dedans, les gens qui critiquaient la même CENI-là, y étaient, ils siégeaient, ils ont travaillé. Donc, le temps de pouvoir faire rentrer les membres, il y a eu un quorum, et on l'a constaté, c'est par rapport au code électoral, c'est par rapport aussi aux gens qui ont pu déjà prêter serment. Donc, ils sont là-bas légalement. Ils ne sont pas illégaux, ils sont là légitimement, donc ils pouvaient travailler. Est-ce que parce que les autres ont demandé la réforme de ces tests-là, ça suppose que le cadre électoral doit être révisé dans cette mesure-là? Est-ce qu'on peut encore convoquer les anciens tests, s'appuyer sur eux pour le déroulement de ce processus? C'est ce que je disais. Donc à partir du moment où, bon, ici on peut l'acter comme argument, et alors ils sont allés jusqu'au bout, demander à ce qu'il y ait 8-8. Moi, je ne sais pas sur quelle base il fallait qu'il y ait 8-8. Nous connaissions quand même qu'il y a là-dedans, il y a les membres de la CENI qui sont de la majorité parlementaire, les membres de la CENI qui ne sont pas, et qui sont de l'opposition parlementaire. Et il y a aussi les membres qui sont de la société civile, il y a les membres qui sont de l'extra-parlementaire. À partir du moment où ils ont dit qu'il y a 8-8 et que ça a été acté, maintenant ils ont eu, contrairement à ce qu'on dit, il y a eu un chronogramme, les facilitateurs sont là, ils suivent ce chronogramme-là qui disait clairement qu'ils avaient, donc je parle maintenant de ceux qui, les membres de la C14, de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, avaient jusqu'au 30 au plus grand tard, on peut le lire, pour pouvoir proposer les noms. Et ils ont eu ça le 23 septembre. Est-ce que vous avez pu remarquer, comme tout le monde, qu'ils ont effectivement attendu jusqu'au 30 septembre, au plus tard, à 16h20, pour déposer la liste? Lorsque nous, peuple, nous observons ça, nous ne voyons pas une bonne volonté d'avancer. Parce qu'après, on peut nous expliquer que les temps, les contraintes qu'on a mises, ces contraintes-là sont de manière à ce qu'on ne puisse pas exécuter le programme, mais on ne peut pas attendre le plus grand temps pour faire les choses dans notre pays. C'est ce qui nous a amené à perdre autant de temps. Oui, j'ai consacré tout un chapitre à la question de la CENI, on y reviendra. Oui. Donc, pour vous, d'un côté, il y a le pouvoir qui joue franc jeu, et de l'autre, l'opposition qui fait preuve de mauvaise foi avec des tentatives de blocage. Si en tout cas, pour moi, si je regarde les faits, j'analyse juste les faits, on va regarder les faits, les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Et Gilson, par quoi est-ce que vous partagez son point de vue?
Je suis presque abasourdi par une telle conclusion, même hasardeuse, parce qu'elle vient d'une situation ex nihilo, dans la mesure où, si nous sommes de la société civile, si nous sommes de cette masse qui est censée ne pas prendre position, nous devons faire recours à notre capacité d'analyse, à notre capacité de discernement. Je dis tout simplement que, d'abord, nous allons parler français. On a dit de faire le dépôt au plus grand tard le 30 septembre. On ne jugera pas les gens on ne jugera les gens que s'il y a eu dépôt avant ou après. Blâmer les gens parce qu'ils ont déposé le 30 septembre à tête haute n'est pas important. C'est le respect du Dailan qui est important. Vous n'êtes pas à l'intérieur des cuisines des gens pour savoir pourquoi ça en est arrivé là-bas. Pour vouloir se prononcer sur ça, c'est un peu osé. Second élément, le pouvoir faire du bon jeu. Tant mieux, c'est tout ce que nous souhaitons pour le Togo, que le pouvoir, si le pouvoir le fait, qu'il ne continue pas à le faire pour qu'on puisse sortir de la crise. L'opposition fait de mauvais jeux, c'est son appréciation. Mais ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que, en réalité, le Togo n'est pas dans une crise électorale. La crise que nous vivons aujourd'hui n'est pas née de la contestation d'une élection, ou bien, n'est pas dans une crise électorale. On est dans une crise constitutionnelle et institutionnelle. Dans ces conditions, la feuille de route a préconisé des réformes à effectuer. Je crois que ça concerne tous les acteurs, que ce soit opposition ou pouvoir. Je crois que si on veut être sincère et honnête avec ce pays, on doit être en mesure de dire arrêtons-nous. Nous réalisons prioritairement et d'abord les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est sur la base des tests issus de ces réformes qu'on pourra aller aux élections. Mais le problème, il n'y a pas de consensus ne pas aller aux élections. Ces réformes, parce que le dialogue a longtemps discuté de ces questions, il n'y a pas de consensus. Oui. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait pour évoluer? Alors, ça signifie qu'aujourd'hui, on s'apprête, on veut aller aux élections. Or, nous n'avons pas d'urgence à aller aux élections. Il n'y a pas d'urgence. Ensuite, on va aux élections pour pouvoir démarrer un nouveau cycle de crise. C'est ça le problème fondamental. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand les gens ont fait de la contestation, ils ont contesté quoi? Le code électoral, le découpage électoral, le fonctionnement de la Constitution, le fonctionnement des règles de certaines institutions. La faute de route de la CEDEAO est allée jusqu'à préconiser de manière assez précise la recomposition de la Cour constitutionnelle. Normalement, on doit recomposer cette Cour constitutionnelle avant même de demander à ce que la CENI soit mise en place pour que sa CENI aille porter serment devant cette Cour constitutionnelle réformée pour qu'on puisse savoir que nous sommes dans le cadre d'un processus où tout le monde est impliqué. Donc, alors, pour vous, je termine dans un processus comme celui-là, qui n'est pas un processus de résolution de crise électorale, mais de crise politique. Il n'est pas question de choisir un volet qui va nous amener à une nouvelle crise. Donc, pour vous, ils sont en train de construire un beau bâtiment sur un terrain pas propice, un terrain marécageux. Un hôtel de 52 étages sur une base d'Anachine. Ça va s'écrouler. Et c'est malheureux pour notre pays. Vous savez, il parlait donc de capacité d'analyse. J'attire l'attention que lorsque nous vivons tous au Togo, nous avons pu voir aussi que lorsque nous parlons, il faut tenir compte des faits. Les faits sont têtus. Nous avons vu une population, on a dit qu'elle était dans la rue. C'est la même population qui était aussi amassée et par milliers pour pouvoir se faire recenser. Voilà, c'est là. Et nous sommes donc dans un processus que vous allez remarquer qui va nous démontrer si, par exemple, vos militants ou les militants donc des partis de l'opposition, c'est eux qui sont majoritaires parce qu'ils sont dans la rue, ou le peuple qui va aller devant les urnes qui est majoritaire. Parce que nous ne pouvons pas, je vais continuer là-dessus, nous ne pouvons pas prendre constamment notre pays en otage et le peuple togolais en otage. Et lorsque nous analysons, nous voyons que les uns ont des agendas qui ne sont pas en ligne avec l'intérêt supérieur de notre pays. Quand vous parlez de consensus pour les réformes, nous étions tous d'accord. Tout le monde était d'accord. Le peuple dont on parle était le premier demandeur de ces réformes. Nous avons vu, et dans ce pays,
les gens qui ont refusé d'aller s'asseoir à l'Assemblée nationale pour faire leur job, leur devoir. Ils sont élus pour ça, ils sont élus pour pouvoir aller voter dans un esprit consensuel, faire des amendements pour qu'on avance. Nous avons vu un avant-projet de loi le 5 septembre dans ce pays qui a été rejeté. Les gens préfèrent aller dans la rue. Nous avons entendu les mêmes gens nous expliquer qu'on doit retourner à la Constitution de 92 sans nous expliquer comment. Moi, j'ai toujours appelé ça le retournisme à l'opposition togolaise. Et nous avons vu les mêmes acteurs aussi faire systématiquement du blocage en faisant de la surenchère. Ils ont demandé, par exemple, à ce qu'on libère les détenus. Ça a été fait. Nous avons vu la bonne volonté. Il y a eu certains détenus qui sont libérés. Nous avons dit, attention, nous avons fait ce travail-là aussi au collectif des jeunes pour le développement, pour dire que ceux qui ont marché et ceux qui ont pu causer des dégâts et qu'ils ont été pris, il faut que la justice fasse son travail. Nous avons donné des témoignages, nous avons donné des éléments de preuve là-dessus. Nous ne l'avons pas fait seul, nous l'avons fait ensemble avec des partenaires. Et puis, finalement, la CEDEAO entre en jeu. Nous disons que oui, nous aurons pu nous entendre. Bien sûr, comme des grands garçons, il ne faut pas qu'on joue comme des enfants de la cour de récréation. Il faut que nos acteurs vraiment commencent à jouer dans l'intérêt de notre pays et jouent comme des adultes pleins. Lorsqu'ils vont autour de la table, moi j'ai juste une seule question à vous poser. Pourquoi se regarde-t-il en chaîne de faïence? Oui, peut-être on va avoir le temps de répondre à cette question, mais je voudrais qu'on observe une pause. Vous avez évoqué tantôt le démarrage du processus électoral. Les appréciations sont différentes dans le pays. Les gens parlent de forte mobilisation. L'opposition qui a appelé au boycott se satisfait également. On va écouter le point de vue de l'Africaine des experts électoraux, AFIL, qui a dépêché quelques observateurs sur place pour suivre ce processus. On suit en court entretien. On revient pour la suite de notre discussion. Merci de rester avec nous. Un entretien cette fois-ci avec Évariste Ignace Thiakpe qui nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Monsieur Thiakpe, bonjour. Bonjour. Monsieur Thiakpe, vous êtes le président de l'Africaine des experts électoraux. Qu'est-ce que c'est au fond? Voilà, le AFIL, comme son nom l'indique, fait de la promotion à travers la sensibilisation des partis politiques et de la population, fait de la contribution à l'observation par des élections en Afrique généralement, fait de la prévention des conflits liés aux élections. Nous faisons également la promotion du concept de bonne gouvernance et de démocratie. Et donc vous êtes au Togo dans le cadre du processus électoral qui a démarré avec la révision des listes électorales. C'est le 1er octobre dernier. Oui. Certainement, vous avez eu à faire des observations sur la forme, M. Thiakpe. Qu'avez-vous vu? Avant de vous détailler le sujet dans sa forme, je vais en liminaire vous dire que l'Africaine des experts électoraux, après avoir analysé et vu les contours de la crise sociopolitique en République du Togo, n'est pas restée insensible à la situation. C'est pourquoi elle suit avec un grand intérêt la marche vers l'apaisement et la cohésion sociale pour le bonheur du peuple togolais. Et c'est ce qui, aujourd'hui, nous a ramenés au Togo pour constater la mise en route de la feuille de route tracée lors de la dernière session de la CEDEAO. Et donc, sur le fond, en ce qui concerne ce recensement électoral, quelles sont vos premières observations? Dans la forme, déjà, d'abord, monsieur le journaliste, je vais vous dire que nous saluons la main, encore une fois, la main tendue au dialogue du président Faure Sosena Yasengbe. Nous félicitons les facilitateurs, leurs excellences Nana Akufo-Addo du Ghana et le président Alpha Condé de la Guinée pour leurs efforts soutenus à aider le gouvernement et les acteurs politiques dans la réalisation des réformes constitutionnelles, dans le respect des délais légaux, surtout, des normes et principes de la démocratie et l'état de droit. L'Africaine des experts électoraux appuie avec la dernière énergie également
les résolutions de la session extraordinaire de la conférence des chefs de l'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue le 14 avril 2018 à Lomé. Pour l'Africaine des experts électoraux, nous sommes arrivés à un niveau assez important où nous devons être des Africains intelligents dans la gestion de la démocratie. Parce que la démocratie n'est pas un chèque à blanc qu'on nous donne pour notre développement. Nous devons regarder la démocratie comme porteuse de développement, porteuse de richesse, porteuse d'emploi pour les femmes, pour les jeunes, qui en sont des piliers essentiels. Nous invitons donc tous les acteurs politiques togolais, sans exception, à faire le choix du progrès, de la fraternité et de la cohésion sociale et à toujours privilégier le dialogue accompli comme l'arme des forts. Oui, un langage un peu diplomatique, on va dire, mais vous nous avez prévenu, c'est sur la forme. Maintenant, sur le fond, est-ce que... Ben, voyez-vous, lors de notre séjour togolais, nous avons constaté la mise en application de la feuille de route établie pour une sortie de crise définitive au Togo. L'enrôlement en cours suscite un engouement débordant, nous l'avons vécu nous-mêmes, des Togolaises et Togolaises, preuve d'une démocratie participative et constructive, inclusive, où aucun Togolais ne sera mis à l'écart. Nous déplorons par contre l'appel public au boycott lancé par des partis de l'opposition à l'endroit de leurs militants dans le cadre de l'enrôlement. Nous disons que le droit au vote est un droit inaliénable conféré au peuple par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Nul ne peut priver un peuple de ce droit. Et donc nous demandons aux partis de l'opposition de revenir à la raison. Et nous appelons ces acteurs politiques épris de paix, de justice, de solidarité, nous leur rappelons que le Togo reste une famille. C'est d'abord les intérêts du Togo qu'il faudra voir. La voix des urnes, comme on le dit toujours, est celle qui confère à un élu sa légitimité. En conclusion, nous disons que la paix n'est pas un vain mot. Comme dirait notre sage d'Afrique, le président Félix Houphouët-Boigny, c'est un comportement. Et rien n'est encore tard, car le peuple observe tous ces acteurs politiques. Nous exprimons par l'occasion toute notre... Vous êtes satisfait alors? Nous sommes absolument satisfaits, et nous le disons d'ailleurs ici, nous exprimons toute notre satisfaction pour le bon déroulement du processus d'enrôlement en République du Togo dans un climat serein, apaisé et sans incident majeur noté à ce jour. Nous déplorons cette situation de boycott, en dépit du caractère que revêt cet enjeu électoral, et nous félicitons le genre. Le genre, ce sont les femmes. Et le genre, quand si vous avez eu l'occasion de faire le tour des bureaux d'enrôlement, les femmes, les Togolaises se sont enregistrées se sont enrôlées à plus de 65%. C'est formidable, c'est remarquable. C'est preuve que la femme reste le vecteur de la démocratie. Donc, nous encourageons la CENI à continuer, l'administration territoriale à continuer dans la bonne gestion du processus électoral. Il me semble que pour vous, donc, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça veut dire qu'il n'y a rien à corriger, que ce processus n'a pas de lacunes. Vous savez, comme toute œuvre humaine, il y a toujours des imperfections. Alors, c'est pour ça que nous vous portons nos recommandations. L'Africaine des experts électoraux recommande aux autorités chargées du processus électoral, en grand 1, la prorogation de quelques jours de la date limite de l'enrôlement à certains endroits. Cela est très important. L'amplification d'une campagne d'information sur le processus d'enrôlement
afin d'assurer un taux élevé et responsable des citoyens inscrits sur les listes électorales. Cela sera un gage d'élections libres, crédibles, transparentes et acceptées de tous. La prise de position nécessaire pour une gestion rigoureuse ensuite des cartes d'électeurs. La concrétisation et la réalisation des réformes constitutionnelles dans le respect des délais légaux, des normes et principes de la démocratie et l'état de droit. Et pour finir, la cessation, surtout nous appuyons dessus, la cessation des appels en l'incivisme des citoyens. Merci, monsieur le journaliste. Évariste Ignace Tchapé. C'est le point de vue de votre association africaine des experts électoraux AFIL. Merci. Merci à vous de nous avoir reçus. Retour au plateau avec nos invités, Orphée Adam, du collectif des Jeunes pour le développement, et Gilson Parco, consultant sur les questions d'élection et de gouvernance politique. Gilson Parco, vous avez écouté donc les réactions de l'Africaine des experts électoraux sur le déroulement du processus électoral, notamment le recensement électoral. Ils sont plutôt satisfaits. Hein? Une question d'éthique. Monsieur Évariste Tchapé, c'est ça le nom, dit qu'il est le président de l'Africaine des experts électoraux. Qui lui a appris qu'en matière d'observation électorale, on peut se permettre de juger l'acte. On juge les faits en fonction des lois du pays. Que des gens qui lui a appris que la constitution togolaise interdit à des Togolais de lancer un boycott. Ils ne sont pas venus empêcher l'opération. Ils ont lancé un boycott. Le droit de refuser de voter ou de se recenser fait partie des libertés fondamentales que consacre la constitution togolaise. Lorsqu'on débarque sur la terre de nos aïeux, qui est devenue un terrain politique, où beaucoup de cuits-d'âme se permettent de venir chercher le quotidien, le vécu non, attends. Qu'on s'approprie au moins les tests qui font notre pays. Oui, mais le boycott est un acte politique. Est-ce que vous ne pensez pas que le boycott nuit à l'inclusion politique nécessaire pour organiser le processus? Le boycott est un acte politique, est un droit politique reconnu par la Constitution. Lorsque la personne qui lance, ou bien l'organisation qui lance le boycott ne fait rien pour empêcher les citoyens qui veulent accomplir ce devoir d'user de leur droit de le faire, on n'a rien à leur dire. Et en matière électorale, étant nous aussi observateurs électoraux, agissant sur ces questions électorales, je crois que l'appréciation fait honte à notre continent. Quand on se dit expert électoral en Afrique, il y a des choses qu'on doit cesser de se dire. On peut faire son business. Donc, l'expert électoral ne peut pas se prononcer sur une question de boycott dans un contexte où il y a quand même un dialogue politique. Hein. Oui, quand on dit qu'on condamne l'acte de quelqu'un, un acte qui est un droit, mais ça veut dire quoi? Quelle est ce pagaille? Attends, non, sur la question... Sur la question de révision électorale avec la partie... Sur ça, fondamentalement, il faut qu'on se le dise. Tout à l'heure, M. Adam a dit que chaque personne joue sa partition, que chaque personne agisse dans l'intérêt en fonction des tests qui existent. Les tests qui régissent d'autres pays, si chez lui en Guinée, les tests ne reconnaissent pas le droit, il n'y a pas de droit constitutionnel qui ne reconnaisse pas le boycott électoral, chez nous, ça existe. Oui, mais s'il a vu quelqu'un, on peut l'apprécier. C'est pas parce que la Constitution... Il dit qu'il condamne. Il dit qu'il condamne. Oui. Est-ce qu'il a vu quelqu'un qui a empêché le compatriote d'aller... Cela dit, sur la révision, avant qu'on passe la parole à M. Adam, sur la révision elle-même, je dis révision, recensement électoral, avec une forte participation, selon lui. Et donc, est-ce que ce n'est pas un désaveu de l'opposition ? Je n'ai pas encore tous les chiffres sous la main, mais ce que je voudrais vous dire, en 2015, nous avons fait une révision électorale dans ce pays en 10 jours. Et on a eu une longue période de correction, de contestation, d'addition de personnes. On veut faire maintenant un recensement électoral, on le fait en 8 jours.
on va me dire qu'on l'a prorogé de 2 jours. De 24 heures. De 24 heures. En tout cas, le recensement électoral est plus large que la révision électorale. C'est des concepts sur lesquels nous devons jouer. Maintenant, je dis, pourquoi cette CENI elle-même qui n'est pas au complet? Pourquoi avoir décidé de recomposer la CENI et de ne pas encore remplir cette tâche-là et qu'on court vers le recensement électoral? On m'a débouché sur cette question tout à l'heure. Monsieur Adam, que pensez-vous de l'appréciation positive de l'Africaine des experts électoraux sur le déroulement du recensement électoral et du processus en cours? Peut-être avant de te donner mon point de vue là-dessus, j'aimerais quand même, je me réjouis de savoir que nous avons les textes dans notre pays. Apparemment, c'est lorsque ça arrange certains qu'ils voient que nous avons des textes. Et j'en profite pour rappeler que la politique de la chaise vide est la pire. Ça, c'est mon point de vue, qui puisse exister en démocratie. Et que le boycott est une tare. C'est une tare parce que quand vous avez demandé à la population de boycotter, et bien en retour, vous avez reçu ça en boomerang. C'est-à-dire que la population est sortie massivement. Moi-même, je suis allé faire mon devoir citoyen. J'ai voté, je me suis fait recenser pour pouvoir voter demain. Les gens, vos électeurs qui ne sont pas allés se faire recenser, à supposer que les facilitateurs qui sont venus et qui nous observent, qui regardent ce que nous sommes en train de faire, disent que le processus, il est bon, qu'il faut aller au bout. Qu'est-ce que vous allez expliquer demain à vos électeurs lorsqu'ils n'ont pas la possibilité d'aller au vote? Lorsque vos électeurs arriveront et qu'ils n'ont pas pu voter, et qu'on vous dise qu'il y a eu, par exemple, 3 millions qui auraient voté, je dis n'importe quel chiffre, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez le contester, évidemment. Vous allez dire qu'il y a fraude, évidemment. Et pourtant, vous avez vu dans le processus en amont, où vous avez eu l'opportunité aussi de participer, vous demandez à ce qu'on boycotte. Maintenant, actuellement, au moment où nous parlons, il y a encore les électeurs ou les futurs électeurs, peut-être de l'opposition, qui ont encore soif d'aller se faire recenser. Mais un mot d'ordre est passé, on leur demande de boycotter parce que les textes sont là qui demandent de boycotter. Nous devons travailler, comme je l'ai dit, dans l'intérêt de notre pays ou alors on ne le fait pas. Mais au jour d'aujourd'hui, nous savons ceux qui travaillent pour notre pays, pour l'intérêt, pour l'avancement de notre pays, et ceux qui vont à l'encontre, ceux qui vont vilipender notre pays à l'extérieur. Moi, je me réjouis de voir qu'il y a quand même en Afrique les gens dotés de bon sens. Je pense qu'il n'y a que le Togolais à qui le bon sens a échappé ou l'a quitté définitivement. Sinon, comment m'expliquer qu'il faille attendre qu'il y ait la société civile africaine? Et j'en profite pour dire merci à l'Africaine et des experts électoraux, et notamment M. Tchapé, d'être venu nous dire, lui, ce qu'il a observé de l'extérieur. Il n'est pas ici, mais il a pu observer, comme moi-même j'ai pu observer en tant que citoyen. J'ai vu aussi les fils, je suis allé faire la queue pour pouvoir me faire recenser, et je dis, merci. En allant le faire, c'est les mêmes textes aussi qui autorisaient d'aller le faire. Mais lorsque vous parlez, oui. Il dit que la CENI aurait dû être recomposée avant de lancer ce processus. Aurait dû, vous savez. Sur cette question, oui, bon, alors on peut y venir. J'avais déjà donné en partie mon point de vue, mais je vais le préciser. Ça fait 1 an que nous avons passé avec des acteurs qui préfèrent être dans la rue, qui ne préfèrent pas travailler dans l'avancement du pays, qui préfèrent nous dire qu'on doit retourner en 92, qui préfèrent nous dire, sans nous expliquer comment on va le faire, je l'ai déjà dit. Maintenant, lorsque nous avons pu, et grâce aux facilitateurs, on peut leur dire quand même merci, c'est nous qui avons appelé ces facilitateurs-là chez nous, lorsqu'ils sont venus et qui veulent nous aider, donc dans la bonne volonté, il faut que nous, certains de nos compatriotes, bloquent le processus. Est-ce que la CENI est illégale? Je vous pose la question, est-ce qu'elle est illégale? La CENI qui est là, c'est les mêmes membres, je dis, qui ont toujours travaillé. Ils ont prêté serment, il y avait un code électoral. En attendant de les remplacer, on va tout arrêter, c'est une institution. Il y a la continuité de l'État, il y a la continuité fonctionnelle, opérationnelle de ce que le citoyen attend. Vous dites, il faut vous répondre j'arrive à la question. Non, vous aurez l'occasion de répondre. Non, vous aurez l'occasion de répondre. Je ne vous ai pas interrompu lorsque vous avez développé votre argumentaire. Je veux que vous me répondiez quand j'ai fini de vous dire, moi, mon point de vue. Mon point de vue là-dessus, c'est que tout simplement, nous avons une CENI qui est légale. Les gens ont prêté serment. Le temps que les autres viennent et qu'on les remplace, vous n'avez toujours pas expliqué aux citoyens, par exemple,
comment on remplace quelqu'un qui a prêté serment, par exemple de l'UFC dans la CENI. Ça n'a pas été expliqué, mais on s'attend, ça dit que les gens de la C14, comme je l'ai dit depuis le début, ils pensent qu'ils ont reçu un mandat, on ne sait pas lequel, pour dicter qui doit faire quoi et qui ne doit pas faire quoi. Et je dis que, eh bien non, le peuple, seul le peuple confère, et la fille l'a dit, doit dire désormais qui a quelle majorité dans ce pays, qui doit faire quoi. J'ai pris patiemment note de ce que disait la file africaine des experts électoraux. Il a dit que nous avons une marche vers l'apaisement et la cohésion sociale pour le bonheur des Togolais. Moi, ça me touche particulièrement. Bien sûr, c'est ce que nous prenons tous. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin quand même de quelqu'un de l'extérieur pour nous le redire ? Nous le savons et on devait travailler dans ce sens. Il dit aussi que, je l'ai dit souvent, et on m'a accusé de servir de béquille au président de la République ou à la majorité présidentielle et gouvernementale. Je l'ai dit aussi, la main tendue du président de la République, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'ouverture d'esprit. L'extérieur le reconnaît, sauf le Togolais au Togo ne veut le reconnaître. Les facilitateurs qui sont là nous demandent aussi d'aller dans ce sens, de progresser, d'avancer, mais surtout de travailler pour qu'on ne puisse pas mettre en péril la paix que nous avons. Maintenant, j'ai une question pour M. Parco. L'opposition a déjà expérimenté l'arme du boycott pour les législatives de 2002, issu aussi, à l'époque, des dialogues intertogolais. Alors, c'était l'accord cadre de Lomé. Ce boycott, tout le monde dit qu'il a eu des conséquences désastreuses. Ce boycott a conduit à l'élection au Lémé des députés de la majorité. La conséquence était la révision conditionnelle de 2002, ce qui pose problème jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ce boycott, cette fois-ci, ce n'est pas un remake de ce qui s'est passé déjà en 2002, avec des conséquences imprévisibles pour l'opposition à l'avenir? Monsieur Bokor, je parle en tant qu'acteur civil, pas en tant que représentant de la C14. Oui. Et ça, j'étais à faire. Donc, je donne des appréciations intellectuelles, je donne des appréciations d'observateurs. Et ce qui s'est passé en 2002, et ce que se passe aujourd'hui, n'a rien de semblable. Même si des gens ont des objectifs inavoués pour arriver, peut-être qu'ils veulent arriver au même résultat. Lorsque ensemble vous vous asseyez pour décider de manière consensuelle de procéder à la recomposition de la CENI, comme Gaëtan l'a dit, que cette recomposition viole la Constitution parce qu'elle n'est plus conforme, et que vous entamez la modification de la partie, les gens qui sont restés à la CENI, les gens de Obu, de Net, en disant qu'ils attendent l'arrivée des autres partis, ils n'ont plus de légitimité, ils n'ont plus de légalité, parce que le texte sur la base duquel ils étaient là a été modifié. Et ils sont là et ont joué des rôles majeurs dans le recensement électoral. Et dès que ces personnes-là sont sorties, ça signifie que la CENI n'a même plus la majorité requise pour fonctionner. En réalité. Je vous dis, qu'est-ce qui nous fait courir aujourd'hui? Nous avons décidé de modifier... Sur la question de la majorité, en tout cas, il faudrait, parce qu'actuellement, ils sont 13, il me semble, sur 17. Avec le retrait des 3, ça fait 10 sur 17. Non, le quorum est toujours à terre. Non, ce n'est pas évident. À la réunion du comité de suivi, dès que c'est décidé que ça devient 8-8, est-ce que vous comprenez? Ça signifie que les autres sont sortis. C'est ça la force des décisions qu'on ignore. Mais le processus qui est mis en route ne tient pas compte de la décision du comité de suivi. Or, si on est vraiment acteur électoral, on doit pouvoir savoir que dans un processus électoral, le recensement est un acte majeur qui influence et qui a une incidence naturelle sur les résultats in fine. Qu'est-ce va-t-il se passer maintenant? Est-ce que le recensement électoral va être repris ou l'opposition va manquer ces élections à venir? Je ne suis pas de la C14, je ne peux pas parler au nom de l'opposition. Je ne suis pas du pouvoir. Maintenant, qu'analyste, qu'est-ce qui risque d'arriver? J'ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de construire une maison à 52 étages
et sur des bases d'argile, ça va s'écrouler. Comment et quand? Nous attendons de le voir. Ce n'est pas moi de le dire. Ça va s'écrouler. J'ai de moi-même, personnellement, observé le recensement qui vient d'avoir lieu. Dans la zone. De Lomé jusqu'à Zanou. J'ai vu comment ça s'est passé. On a vu qu'on n'était même pas prêt, que même la CENI n'était même pas prête pour faire ce recensement. Les difficultés que les gens ont. On a vu des gens qui ont passé 2 jours, ils n'ont pas le kit pour travailler. 3 jours, ils n'ont pas le kit pour travailler. Je suis arrivé à Kévé. Quelqu'un qui s'est recensé, comment appelle-t-on, à l'école centrale de... Quelqu'un qui s'est recensé à l'école centrale de Kévé retrouve son bureau de vote à Kourassi. Kourassi, c'est à c'est à 14 km de Kévé. Isolé pour dire que tout le processus... Je me dis que c'est à dessein. Ce n'est pas des éléments isolés, mais c'est à dessein. Tous ces éléments montrent que, 1, on n'est pas prêt pour faire l'acte, mais on fait du forcing. 2, c'est parce qu'on sait qu'il y a ce forcing qui cache un certain nombre de comportements qu'on voudrait le faire avant les autres. Ouais. Or, le Togo, c'est pour nous tous. Mais pour terminer, je voudrais répondre à la question de M. Adam. Oui, rapidement. Non, ça va être un peu long. Si c'est rapidement, je vous laisse. Non, parce que vous aurez à répondre à la question. Peut-être on a moins de 5 minutes pour conclure cette émission. Monsieur Adam, la façon dont les choses se déroulent, est-ce qu'on ne s'achemine pas vers des élections contestées? Il y a un processus. Maintenant, il y a un chronogramme. Et dans ce chronogramme, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'à partir du 30, les 8 devraient rentrer à la CENI. Et puis le premier, c'est écrit noir sur blanc aussi, le premier, le début de recensement. Et ensuite, c'est prévu que le 20, et ça c'était déjà connu depuis fort longtemps, le 20, on devait aller aux élections législatives. Le 20 décembre. Merci. À partir de cet instant, je pense que ceux qui sont là à la CENI, et moi je leur fais confiance parce que c'est aussi des humains comme nous tous ici, ils n'ont pas moins de têtes, ils n'ont pas 2 têtes en moins, ils ont une seule tête. Ceux qui vont rentrer aussi en ont une. Et en attendant que les gens viennent, lorsque on respecte le travail des uns et des autres, et c'est ça, quand on fait l'analyse, c'est ce qui étonne, qu'on ne puisse pas respecter le travail des uns et des autres. Lorsqu'ils vont rentrer, ils vont continuer ce travail-là, mais en tenant les délais légaux. Je salue aussi le fait que l'AFIL, donc l'Africaine des experts électoraux, nous dise qu'il y a les délais légaux qu'il ne faut pas oublier. Le point qui dit tout simplement que dès qu'on a décidé qu'il y a 8-8, tout devait s'arrêter. Je dis, messieurs, non. Parce que 8-8, il y a encore les serments. Il faut aller pouvoir... Mais ceux qui sont là, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils doivent prêter serment. Devant la Cour constitutionnelle qui doit être réformée. Mais tous, oui, aussi. Et alors, est-ce que ça, ce n'est pas... D'abord, à l'Assemblée, il fallait acter cela. Et il fallait qu'ils puissent obtenir l'onction des parlementaires pour pouvoir aller prêter serment. Jusqu'à maintenant, on ne nous explique pas pourquoi ça coince là. Mais on nous explique qu'en attendant, on arrête tout et puis on croise les bras et on attend. Et ça, maintenant... Est-ce que ça va résoudre le problème, la façon dont le processus est conduit avec maintenant, je vous dis que je veux qu'on regarde aussi les faits. Quelques faits isolés que nous voyons. On n'a plus malheureusement le temps de voir les faits. Globalement, si on tire les conclusions, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé une mobilisation massive. Les gens sont allés, moi je l'ai expérimenté. Si vous avez le problème, c'est ça la question. Alors, le signal que nous recevons de ça, la leçon à tirer, c'est que le peuple togolais, lui, il est prêt. Donc, ce n'est pas le peuple qui cause ces problèmes. Ceux qui prédisent qu'il y aura des problèmes, il faut aller chercher de leur côté eux qui nous prédisent le malheur. C'est de là que viendra ce malheur. Ce n'est pas du peuple togolais, parce que le peuple togolais, lui, il est allé se faire recenser et donc il sera aussi nombreux dans les urnes. Mais... Okay. Monsieur Barco, conclusion. Oui. Nous sommes dans un processus très périlleux qui n'augure pas un lendemain meilleur. J'aurais été plus à l'aise dans la discussion avec mon frère et ami M. Adam s'il me disait qu'il avait une casquette politique. Un parti politique, que ce soit le parti au pouvoir ou la C14, parce que ce penchant à tirer le drap de son côté ne permet pas au pays d'avancer. Mais ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que les gens aient le courage
depuis que cette crise a commencé, il y a une fois qui a manqué à l'appel. Moi, j'attends encore que cette fois, l'appel de cette responsabilité, c'est la voix du chef de l'État. Une voix qui a manqué à l'appel pour appeler les Togolais, pour parler aux Togolais. Et là où nous sommes aujourd'hui, je crois que le chef d'État doit prendre la responsabilité de parler aux Togolais pour que la récréation puisse finir. Et que nous ne soyons pas la risée des peuples de la CEDEAO, parce que la CEDEAO a pris une décision que nous sommes en train de violer allègrement. Mais demain, ça va être catastrophique pour nous tous. On va marquer une pause pour une nouvelle édition de journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de l'E-World Forum.